attaque la dernière partie de notre journée qui est la partie du bilan de la journée. Sur cette partie bilan, l'objectif c'est de débriefer ce qui a été fait notamment cet après-midi sur les salles thématiques. Donc je rappelle, l'objectif de ces salles thématiques c'était de débriefer ce qui avait été fait lors des observations et aussi de nourrir avec vos expériences les thématiques qu'on a ensemble décidées avec les médiateurs numériques la semaine passée. Vous avez normalement désigné une ou plusieurs personnes dans chaque groupe pour que ces personnes ou cette personne viennent débriefer de ce qui a été dit dans la salle. Donc je vais rapidement laisser la parole à la personne qui est censée représenter la salle 1. Et il me semble que c'est Christophe. Donc culture numérique et accompagnement au changement, avec cette question qui était déjà ce problème qui a été soulevé au tout début, que la culture numérique en fait n'est pas incluse dans les formations actuelles de ceux qui gèrent des structures de l'ESS. On apprend dans ces formations le RH, la gestion de projet, la loi, mais rarement la culture numérique. Donc c'est peut-être déjà un début de choses à faire bouger. Une des analyses était de dire que l'expérience usagée, l'expérience utilisateur, souvent était très peu considérée, notamment par les plateformes qui sont imposées par les partenaires, avec ce millefeuille de plateformes qui fait qu'en fait, on complique encore plus le travail des travailleurs sociaux. C'est comme une double sanction. C'est non seulement vous faites de l'ESS, vous n'êtes pas tellement payé, mais en plus on vous met une surcouche de plateformes à renseigner qui ne sont pas du tout adaptées et faites pour vous faciliter le travail. Donc, dans la culture numérique, il y a ça à mettre en œuvre, mais pas auprès des structures de l'ESS, mais bien auprès des partenaires et des financeurs. La plupart du temps, le numérique, il est vu que le numérique n'est pas vraiment au service des bénéficiaires, alors surtout quand il y a une multitude d'intervenants autour du même bénéficiaire. Donc chaque intervenant doit renseigner son suivi, mais chacun le fait sur sa plateforme et il n'y a pas de facilité et de transversalité. Ce qui interroge aussi du coup sur la protection des données, parce qu'effectivement il faut bien les protéger, ça ne peut pas forcément toujours communiquer, mais il pourrait y avoir un espèce d'espace, comment c'est, le dossier médical personnalisé, quelque chose de transversal où tout le monde aurait accès. La question a été évoquée de la mise à jour permanente des solutions, ou même la création de nouveaux espaces et de nouveaux outils numériques qui font qu'il y a une espèce de course en avant pour toutes les équipes qui du coup à chaque évolution, à chaque nouvel outil tâtonne, fait des essais, des erreurs et en fait a l'impression de passer son temps à essayer de faire que ça marche, plutôt que de se concentrer sur son cœur de métier qui est le soin et le care. Donc ça génère une forme de saturation et de surcharge mentale à la limite du burn-out, avec cette problématique de la déconnexion et du droit à la déconnexion et de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc dans l'accompagnement au changement, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Je le disais un petit peu tout à l'heure, et là j'approfondis en parlant de l'injonction donc des fameux financeurs, qui déploient leur propre plateforme, qui ont besoin d'une info rapidement pour justifier rapidement sur l'échelle d'un an de l'intérêt d'avoir prêté de données, pas prêté, mais d'avoir investi dans un projet. Et donc j'ai une vision hyper court-termiste finalement. On critique beaucoup la bourse, mais là c'est peut-être pas mieux, qui génère encore une fois une sursollicitation des équipes qui doivent remplir rapidement des informations, la plupart du temps quantitatives. Et à cela s'ajoute quelquefois l'injonction des directions qui veulent aussi avoir de la donnée qualitative pour pouvoir piloter leur structure, ce qui est tout à fait louable. Quand des financeurs, eux, demandent plutôt des données quantitatives, à ne pas savoir quoi stocker, finalement, les équipes stockent tout. Donc il y a une espèce de surstockage de la donnée qui a son impact écologique et aussi son impact mental, voire les équipements saturent également et du coup les gens n'arrivent plus à travailler correctement. La question se pose du coup sur le lien entre la culture de l'organisation, de la structure et la culture du numérique. En gros, est-ce que cette culture du numérique est omniprésente dans l'organisation par le fait que certains collaborateurs, collaboratrices maîtrise les usages numériques, voire les outils et le développement. Et donc, tout le monde le maîtrise ou pas? Ou est-ce que c'est l'apanage d'un seul geek qui est là au milieu de tout le monde et qui essaie de faire de son mieux et qui des fois est sollicité sur des solutions qui sont au-delà de ses compétences? Ou alors, la culture de l'organisation ne permettant pas de s'approprier la culture numérique, alors on externalise. Mais du coup, à quel coût? Et la plupart du temps, on sait que le coût étant jugé trop élevé, on n'externalise rien, donc on ne fait rien en numérique et on continue à tourner comme on faisait jusque-là. Il y avait cette question, ce point qui a été évoqué sur le fait que les conseillers numériques puissent compléter leur éventail d'actions en proposant leur accompagnement aux salariés, au-delà d'apporter l'accompagnement seulement aux bénéficiaires, aux usagers et aux citoyens et citoyennes.
C'était un point qui avait été soulevé. Dans la culture numérique, il est essentiel d'analyser les pratiques professionnelles comme on l'a fait là en allant nous sur place observer, pour pouvoir détecter, analyser, observer les différents process, les flux d'informations et identifier s'il y a des silos, si en fait il y a des pans de l'organisation où l'information reste cantonnée là, ne circule pas, et pourquoi ça ne circule pas. Donc il y a le numérique finalement dans ce qu'il invite à faire, c'est d'analyser ses pratiques et voir où est-ce que ça bloque. Donc c'est aussi un bon prétexte pour accompagner le changement et se re-questionner sur ses pratiques. Sachant que le numérique se met normalement, dans ce qu'on constate, se met au service d'une culture de la transparence. Et cette transparence, c'est souvent une forme démocratique différente dans la structure. C'est souvent un mode collaboratif différent, un peu plus poussé. Et toutes les personnes, dans leur culture professionnelle, ne sont pas capables de ça. N'ont pas encore l'appétence à basculer dans cette démocratisation, ce collaboratif, cette coopération et cette transparence exigée. Et donc, du coup, le numérique aura du mal à se déployer, la culture numérique aura du mal à se déployer dans une structure qui ne mette pas en avant ces thématiques de transparence, de démocratisation et de collaboratif. Et la culture numérique est aussi souvent rattachée au modèle économique, qui, s'il a un peu avancé, ce modèle économique, avec des activités marchandes et voire plus, les équipes sont invitées à plus de professionnalisation, de professionnalisme dans le mode économique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas professionnels dans le care, mais à être plus, je vais dire le gros mot, capitalistique, mais en gardant le sens éthique de la structure de l'ESS. Et la question qui reste, c'est comment répondre en fait à la douloureuse des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont des besoins, ont des problématiques, et les solutions numériques, si on n'a pas la culture numérique assez mature, on aurait tendance à la plaquer comme ça, la solution numérique, sans même savoir de quoi ils ont besoin vraiment et quelle est leur douloureuse. Donc on invente des choses dans son coin et on se rend compte que finalement, on n'a pas de culture du commun numérique. On n'a pas la culture de l'open source, du faire ensemble. Chacun déploie sa solution dans son coin et la culture du no-code n'existe pas aujourd'hui dans l'ESS, alors que c'est une culture numérique qui mérite d'être poussée en avant. Et pour ça, il faut forcément que on remonte, du coup, ça me permet de faire la clôture, à la formation initiale de chacun, voire à la formation des bénévoles, pour insuffler cette culture numérique et faciliter l'accompagnement au changement. Donc, excusez-moi, je voudrais savoir ce qu'est le no-code, s'il vous plaît. Okay. La culture du no-code. Alors, le no-code, c'est pas une culture. En fait, c'est plutôt des outils qui permettent de créer des interfaces numériques, donc soit des sites web, soit des applications mobiles, sans savoir coder. Donc, c'est des solutions qui sont assez accessibles et qui permettent de créer vraiment, à partir de besoins qu'on identifie, un outil de type web ou application mobile. Et pour l'utilisateur, avec une version dit front, c'est-à-dire une version publique, ce qu'on voit, et aussi de créer ce qu'on ne voit pas derrière, donc l'architecture du site internet ou de l'application mobile, et notamment de gérer les données. Et en fait, ces solutions-là, pour le moment, elles sont beaucoup créées par des startups qui ont des fonctionnements capitalistes, par la Startup Nation. Il n'y a pas tellement d'alternatives dans l'économie sociale et solidaire, donc qui émanent de structures à but non lucratif ou à lucrativité limitée. Donc ça, c'est le sujet. En fait, c'est beaucoup plus facile à prendre en main quand on a un besoin assez simple dans une association et qu'on, pour des raisons économiques ou d'efficacité, on est amené à faire soi-même. En plus, il y a l'avantage de pouvoir mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est aussi une première marche sur la culture numérique. C'est pour ça qu'on relie ça, mais ce n'est pas une culture, le no-code. Ça permet juste de mieux comprendre ce qu'on peut fabriquer avec le numérique parce qu'on peut faire soi-même. Et derrière, si on a besoin d'un outil plus évolué et donc d'avoir un professionnel du numérique qui intervient, parce qu'on ne peut pas tout faire avec le no-code, au moins, on comprend ce qu'il fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a évoqué ce type d'outil-là dans le sujet de la culture numérique, parce que ça permet juste d'aborder le numérique de manière hyper concrète et pratique. Bon, alors moi, je vais passer à l'accompagnement numérique et à la formation numérique des bénéficiaires. On s'est posé comme problématique, est-ce que l'accompagnement numérique est un besoin social ou est-ce que c'est un outil qui répond à un besoin social ? On s'est posé aussi la question de savoir si le numérique était compliqué ou si c'était l'administratif qui était compliqué. À savoir, est-ce que l'administratif est possible sans le numérique ? Et est-ce que les formations que nous allons dispenser ne seront-elles pas obsolètes dans quelques mois ?
Concernant les peurs par rapport à cet accompagnement concernant les bénéficiaires, on peut penser qu'ils peuvent avoir des peurs par rapport à leur possession de matériel efficient, ou alors lors de la formation, s'ils peuvent avoir des peurs par rapport au jugement des autres personnes sur leur façon de leur apprentissage. Et savoir aussi, est-ce que le tout numérique n'est pas une peur pour les bénéficiaires de l'accompagnement. Ensuite, concernant les motivations, le besoin de formation des bénéficiaires, c'est aussi parce que c'est gratifiant et ça leur permettra d'être autonomes dans leur vie quotidienne, puisqu'on parle de personnes accompagnées au niveau social avec des difficultés. Donc ces formations auront des aspects transversaux comme la formation ou tout simplement la vie quotidienne avec les sites différents, Internet, pour les impôts, les déclarations de revenus, Amélie et j'en passe. Les usagers sont donc des bénéficiaires qui ont souvent besoin d'être épaulés dans toutes leurs démarches quotidiennes, mais on sait que cette délégation ne peut pas durer dans le temps. Donc, à un moment donné, il faut leur apporter des solutions. Les formations aussi que les plus jeunes ont eues par rapport à des générations comme la mienne ne sont pas des formations à usage professionnel forcément. Donc, le besoin de formation et d'accompagnement au numérique est toujours essentiel. Et après, on peut aussi détecter des besoins spécifiques auprès des usagers. Alors ensuite, concernant l'impact social de ces formations en numérique, ça permet de développer le lien social. Ouais, ça fait partie de notre cœur de métier. L'impact social, alors nous, on a marqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'administratif sans numérique. Je ne sais pas si c'est vraiment un impact social, mais en tout cas, c'est une réalité. Enfin, à un large point de vue, à la majorité, en fait, on ne peut pas avoir d'administratif sans numérique à notre époque, pour avoir accès aux droits aussi, et aussi afin de rendre Alors, on repart sur le fait de rendre les usagers responsables. C'est aussi une responsabilité éthique et à une citoyenneté numérique, terme que je ne connaissais pas. Ça parle autant d'écologie que de droit à l'image, d'interdiction de faire du harcèlement, etc. Les propositions de valeur. Alors nous, on a vraiment été on a répondu case par case, hein, contrairement au groupe précédent. On n'a pas fait un résumé. Nous, on a été très scolaire. Hein. Et donc, concernant les propositions de valeur, alors ces formations initiales pourraient peut-être amener à des cursus plus professionnels. On retourne dans de rendre les personnes autonomes, rendre ces formations plus comme un loisir pour éviter de mettre la pression aux usagers. Ne pas leur dire c'est un impératif pour votre avenir parce que ça peut leur mettre des barrières intellectuelles ou redévelopper leurs différentes peurs. Donc, essayer de formaliser ça de façon plus légère. Alors, des solutions. Les demandes peuvent être traitées au cas par cas. On peut aussi faire appel au réseau, aux partenaires et au réseau comme la Ligue de l'enseignement. Alors là, moi, je trouve que ça ne nous touche pas tellement, nous, parce qu'on avait donné comme solution former les plus jeunes, au plus jeune âge. Alors après, ça dépend peut-être aussi des structures, mais à mon sens, ces formations-là, c'est possible en France au niveau du collège et du lycée, mais encore une fois, apparemment, tous les territoires ne dispensent pas des formations comme celle-ci. Concernant les alternatives, alors nous, on a eu du mal avec le mot alternative et motivation. Est-ce que si les formations ne portent pas leurs fruits, est-ce qu'il ne faudrait pas pour certaines personnes qui ont des blocages idéologiques ou intellectuels ou physiques à revenir au papier? Et puis, au lieu de répondre aux besoins individuels, pourquoi pas répondre à des besoins collectifs? Mais encore une fois, on a eu du mal un petit peu à cerner la différence entre alternative et solution. Du coup, on va passer au groupe suivant. La slide suivante.
Donc, on était sur la gestion des données et de l'archivage numérique. Nous, on a choisi de commencer par un peu une citation. C'est un peu là-dessus que s'est clôturé notre atelier. On s'est dit que la donnée, en fait, c'est du pouvoir aujourd'hui. C'est à la fois un outil qui va nous permettre d'accéder au financement, puisque dans les données qu'on va donner aux financeurs, tout ça va nous permettre après de justifier une action, de justifier peut-être un impact. Même si les mesures d'impact aujourd'hui sont compliquées, ça permet de dire aux financeurs, vous avez bien fait de nous financer et refinancez-nous, parce qu'on a besoin d'argent dans notre métier. C'est aussi du pouvoir sur les personnes, parce que on est réceptacle de données à la fois à caractère personnel, dans le cadre de la RGPD, mais aussi de tout un tas d'autres données qui sont plus ou moins utiles à notre action, au suivi, à un accompagnement, notamment dans les milieux sociaux, médico-sociaux. Mais du coup, on s'est quand même posé la question du problème de la définition de la donnée aujourd'hui. On a entendu dire qu'un des groupes s'était très concentré sur le règlement général de la protection des données, la RGPD, et puis on s'est dit que les données, c'était pas juste ces trucs-là. C'était aussi toute la question des photos, des images, des communications qu'on fait, de l'archivage, des données sur la structure, de l'histoire de la structure, de l'historique, et de comment la structure a progressé au fil du temps et s'est formée, s'est fondée. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème de stockage et d'archivage aussi. On se retrouve avec des serveurs pleins à craquer de données dont on ne sait pas quoi faire, et en se disant ça sera peut-être utile plus tard, et au final on ne s'en sert jamais. On se retrouve avec un problème de formation, globalement, sur effectivement cette gestion de données. Comment est-ce qu'on la trie, comment est-ce qu'on l'archive, comment on l'utilise aussi. On se retrouve avec un problème de sécurisation des données et quelquefois des pertes de données dans certaines situations où on va changer un fonctionnement dans la structure, on va changer de logiciel. Et du coup, on va perdre les données qu'il y avait sur ce logiciel, on va changer de poste, et du coup, on va perdre peut-être des contacts qui étaient liés à une adresse mail personnelle au sein de l'institution. Et il va falloir refaire ce lien, ce contact avec les personnes. Et puis, on s'est tout simplement posé la question, pourquoi faire en fait ? Pourquoi est-ce qu'on récolte toutes ces données ? À quoi elles servent ? Est-ce qu'elles servent à transmettre un accompagnement à une autre personne parce qu'on prévoit notre propre départ en se disant... s'il y a quelqu'un derrière, on va au moins avoir le suivi. Est-ce que ça nous permet aussi de nous rappeler ce qu'on a fait avec la personne et puis d'avoir ce suivi dans notre accompagnement à nous ? Est-ce que ça nous permet de faire des bilans auprès justement des financeurs, de communiquer peut-être à l'extérieur et puis de dire quelles sont les actions qu'on fait pour amener plus de monde et puis montrer l'intérêt ? Ou est-ce que justement on archive pour garder une mémoire, garder une histoire, une trace de l'action de notre structure sur un territoire. On s'est posé la question aussi de la fiabilité de la donnée. On a aujourd'hui dans certaines structures du social des données qui sont à caractère confidentiel, protégées par un secret professionnel. Et on s'est dit que cette donnée-là, elle était affichée comme confidentielle et que peut-être dans l'imaginaire collectif, une donnée confidentielle, c'était une donnée importante et forcément véridique. Là où peut-être dans ces données confidentielles, il y a tout simplement des analyses d'une personne sur une situation et on peut se poser la question du vrai, du faux, de l'opinion, du fait, de la rumeur. Pour réaccélérer un petit peu, on s'est posé la question de la donnée quantitative par rapport au qualitatif. Aujourd'hui, les financeurs s'intéressent au quantitatif sans réfléchir vraiment au réel impact qu'on a sur les gens. Ce qu'il faut, c'est toucher le plus de monde, peu importe comment on les touche. Et en même temps, derrière, l'action n'a pas forcément l'impact qu'on aimerait qu'elle ait sur le terrain. Et en plus de ça, on est financé à hauteur de ce nombre-là et pas du réel intérêt ou du réel travail qu'on a fait derrière. Donc ça pose la question du rapport entre données et financement. Donc la peur de l'utilisation des données, comment est-ce qu'on donne confiance aussi à la personne dans un accompagnement pour qu'elle nous partage ces informations-là, puisque derrière, qu'est-ce qu'on fait de ces données et voilà, comment on les sécurise. Et donc on s'est dit dans les solutions, pour aborder quand même les solutions, qu'il fallait réfléchir à une harmonisation de cette gestion des données, que dans une structure en particulier, on ne pouvait pas avoir différents professionnels avec différentes méthodes de gestion, qu'il fallait pouvoir se mettre des normes ou en tout cas des standards de gestion de ces données. Et puis une réflexion globalement éthique, en fait, au-delà du respect des lois, au-delà de
de la RGPD, de comment est-ce que éthiquement on respecte suffisamment la personne en face pour ne pas divulguer d'elle des informations qui pourraient être compromettantes et mettre en péril un accompagnement. Voilà, j'ai essayé de faire vite, j'avais 5 minutes, mais j'ai boosté un peu. Merci à tous. Pour faire court, on va commencer par les problèmes. En fait, les groupes ont levé finalement des problématiques liées à la formation, liées à tout type de formation, et notamment des freins finalement assez classiques sur la question de bien identifier le besoin, que ce soit adapté au poste, que ce soit adapté aux pratiques, à la temporalité aussi du poste de travail, et bel et bien sûr la question du financement. Pour autant, la question du numérique aussi, dans les freins en tout cas qui pourraient être liés à la formation numérique, on a quand même aussi levé quelques spécificités, et notamment ça va aussi de partir un petit peu sur les questions de la peur. Le sujet du numérique, c'est un sujet qui est toujours vu comme un sujet tierce, c'est toujours vu comme un peu la cinquième roue du carrosse, on n'en a pas besoin de suite, donc ça passe après. Il y a des besoins de sensibilisation, il y a des besoins aussi de rassurer les personnes pour pouvoir justement les faire partir en formation. Et justement, sur les questions de la peur, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 points quand même de jugement sur sollicitation. Peur que le numérique, justement, nous mette face à d'autres difficultés. Et donc ça, c'est tout autant de raisons sur lesquelles, en fait, ça va être difficile d'envoyer des personnes en formation. Et aussi, on a, outre les spécificités du numérique, on a les spécificités de la formation au numérique dans les structures de l'ESS. Et donc, à ce titre-là, dans des fonctionnements par projet, avec des contrats souvent courts et un roulement de compétences, déjà qu'on a des difficultés à envoyer en formation sur des sujets numériques et avec des fonctionnements par projet, on va avoir du mal à avoir en fait une démarche structurante d'acquisition des compétences numériques. Donc ça, déjà, je pense que sur les problèmes, on est bon. Et pour autant, il y a quand même des motivations assez fortes sur les questions justement de gagner. Alors, on a soulevé, classique dans les questions de motivation, acquisition de compétences, d'indépendance, gagner en efficacité. On a soulevé aussi la question que ce qu'on apprend au travers des formations numériques en entreprise pourrait aussi servir dans le cadre de la vie personnelle. Alors sur les cibles, on a un peu couvert tout le monde. On a commencé par se dire que évidemment les cibles des formations, ce sont les salariés, mais pas que. Ça peut être aussi les bénévoles et potentiellement même les bénéficiaires, parce qu'on peut avoir aussi un intérêt à former des bénéficiaires aux outils numériques. On a aussi eu la question de savoir s'il était utile ou non d'avoir une personne référente, une personne chargée de régler les problèmes numériques et vers qui se tourner quand on a un problème. Donc ça fait un peu débat parce qu'il y a tout le poids de la charge qui peut se reporter sur cette personne. Et donc le consensus, on va dire, qui a pu être trouvé, c'est de dire qu'au pire, on a une personne référente. Au mieux, on a une personne avec une fiche de poste qui est dédiée, avec un temps dédié au numérique et que c'est inscrit dans la fiche de poste. Donc ensuite, sur l'impact social. Donc en fait, ça recoupe un petit peu ce qu'on a déjà dit. Mais l'impact social, c'est aussi, ça permet, former en gros ces publics-là au numérique, ça permet d'augmenter les services proposés, de gagner en efficacité, en assurance dans sa vie pro, dans sa vie perso, et aussi du coup de réduire la fracture numérique puisqu'ils vont pouvoir eux aussi à leur tour aider en retour d'autres personnes qui ont des difficultés sur le numérique. En termes de proposition de valeur, la valeur en fait que les formations numériques peuvent apporter à ces cibles-là, c'est une meilleure cohésion d'équipe, c'est une meilleure organisation. Ça permet aussi de rassurer les partenaires et de mieux convaincre les financeurs. Si on continue sur les avantages compétitifs que ça peut avoir, donc en fait c'est lié à ce que je disais précédemment, en fait, le fait d'utiliser les outils numériques et correctement, ça permet de rassurer, de montrer qu'on tient bien le projet et ensuite du coup de faire financer d'autres projets, de mieux communiquer aussi dessus. Ça permet aussi de toucher d'autres publics. Par exemple, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et donc pouvoir utiliser les réseaux sociaux permet de toucher ces cibles spécifiques. Ça permet aussi de faire gagner en impact la structure. Alors, il y a une solution qui était intéressante et qui a été soulevée, c'est ce qu'on appelle complément métier. C'est en fait de dire qu'il est possible d'avoir des primes sur la fiche de salaire qui reconnaît une compétence numérique particulière et donc de se faire rémunérer sur ces compétences spécifiques. Une des solutions pourrait être aussi d'élargir
le champ périmètre des médiateurs numériques aux structures de l'ESS et donc qui puissent toucher d'autres publics. Ça permettrait aussi de régler un problème qui a été soulevé, qui est que c'est un statut assez précaire. Ensuite, une autre solution qui était très intéressante, c'était de créer un service dédié d'assistance quand on a un problème, mais mutualisé avec plusieurs structures donc de l'ESS, et donc une sorte de hotline où quand on a un problème, on les appelle, ils nous aident, et si vraiment le problème est bloquant, on peut avoir un référent, et on pourrait imaginer une hiérarchie comme ceci. Ensuite, intégrer évidemment la gestion numérique dans les enveloppes de financement et aussi prévoir des moments de partage, de temps d'échange, de pair à pair, où tout le monde bloque son agenda et on se dit cette année, enfin ce jour-là, dans l'année, tout le monde se forme, on échange ensemble parce que parfois en fait, c'est pas une formation qu'il faut, c'est juste échanger parce que le collègue a la réponse. Donc avoir des temps assez libres comme ça, collectifs, de pair à pair. Et enfin, dernière solution, qui est de dire que souvent les formations numériques sont très denses et on a besoin de pratiquer. Et souvent on oublie parce qu'on ne pratique pas. Et donc d'étaler les formations le plus possible pour valider les acquis et faire en sorte que les acquis se consolident avec le temps. Alors, je serai brève, je vais surtout vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui pour cette séance qui était absolument essentielle dans le projet. Pouvoir échanger entre nous, valoriser tous les apprentissages, les creuser ensemble, pratiquer de l'intelligence collective vraiment. Je remercie évidemment les partenaires du projet et plus largement toutes ces parties prenantes, donc nos financeurs et en premier lieu aujourd'hui la NCT et la Fondation Crédit Coopératif, grâce à laquelle nous avons été magnifiquement accueillis. Et puis, tous les membres du comité de pilotage, ESS France nous a rejoints ici en la personne de Céline, Pix, l'UDES qui n'est pas présente mais qui a contribué, Uniformation qui était parmi nous, que vous avez pu rencontrer, Pop qui n'était pas là également, bref. Et je vais vous aussi donner des petites indications sur les suites. Donc là, on a un travail de consolidation et de capitalisation. Vous allez avoir un site internet où vous allez retrouver des ressources. On va certainement vous remobiliser pour avoir des compléments d'informations, des recommandations de formation pour les médiateurs numériques, des retours sur vos cas d'études. Alors moi, j'ai noté plein de choses pendant mon groupe. J'ai plein d'idées là pour documenter des petits cas d'études pour que ça devienne concret en fait, ce que c'est que les freins numériques dans une structure de l'ESS. Et puis, sur tout ce travail de consolidation, d'écriture, de capitalisation, on revient vers vous, on le fait avec vous. On a une petite communauté sur Slack qui pour l'instant est ouverte aux médiateurs, mais qu'on va aussi ouvrir aux structures. Et merci encore, on arrive un peu au bout. On a encore 1 mois et demi de travail pour capitaliser, encore une fois, construire à partir de tout ce que vous avez pu apporter au projet et construire la suite. Merci encore et bravo.